Salut, salut! Cette vidéo vise à expliquer le TP1 vraiment en détail et également vous orienter par rapport à comment faire certaines choses, etc. Quoi faire, quoi ne pas oublier. Bref, euh, c'est ça. Donc, peut-être vous l'avez survolé un petit peu puis regardez à quoi ça ressemble. Donc, c'est en gros calculer des racines carrées. OK? Donc, on aura deux manières différentes de calculer des racines carrées, mais il faudra le faire nous-mêmes avec du code. Fait qu'on ne peut pas utiliser math.square. Par la suite, on va également tester que ça fonctionne bien, les différentes méthodes. Donc, tout ça, on va voir ça en détail. Des erreurs communes, quoi, essayer de s'assurer de bien vérifier. Également, on va vérifier les performances des deux manières que vous allez coder versus la manière de math.square qu'on connaissait déjà. Par la suite, on va essayer de pouvoir calculer des racines cubiques, etc. Quatrième, cinquième, peu importe. Fait qu'on va faire des petits changements à notre code pour rendre notre code fonctionnel facilement pour calculer tout ça. Donc, regardons en détail. Donc, vous avez deux manières différentes de devoir, de, de devoir calculer les racines carrées. Une qu'on va appeler par dichotomie. OK? Donc, en gros, c'est un intervalle qu'on va réduire de plus en plus petit. OK? Et jusqu'à temps qu'on va trouver la racine carrée. Fait que, par exemple, si je cherche la racine carrée du nombre 8, je vais commencer avec un intervalle qui va être 0,8, puis ensuite je vais le rapetisser de moitié, ça va donner 0,4, puis ensuite je vais encore le rapetisser, puis je vais encore le rapetisser, tout le temps de moitié jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça va me donner ma racine carrée, ou je vais être très très proche de ma racine carrée, puis je vais avoir atteint mon niveau de précision, mon nombre de décimales que je souhaite, donc je vais arrêter là. L'autre approche qu'on va prendre, c'est chiffre par chiffre. Fait qu'on va tester, par exemple, est-ce que ma racine carrée de 8, c'est 0? Non. Est-ce que c'est 1? Non. Est-ce que 2, c'est plus petit que 8? Est-ce que 2, c'est la racine carrée de 8? Non. OK. Fait que là, on va comme tester nombre par nombre pour commencer par trouver les unités. Puis par la suite, on va calculer chacune des décimales une à la fois comme ça en faisant des essais successifs. Et ces deux manières-là de pouvoir calculer les racines carrées, ça va être représenté par une fonction chacun dans votre code, dans un module qui va s'appeler le module racine. Fait qu'un fichier racine.py à créer pour ce TP-là. Et ce fichier-là va avoir simplement vos deux méthodes et une variable pour la précision. On va y reparler un peu plus tard. Et on va comparer qu'est-ce que tu as recréé avec la fonction math.square qu'on a déjà utilisée quelques fois dans le cours. OK. Le but du TP, ça va vraiment te faire travailler tout, que tant les conditions, que les boucles, que la création de variables, fonctions, des modules, euh, lancer des exceptions, à cause que calculer la racine carrée de -4, c'est un petit peu dur. Donc, c'est ça. Donc, vous allez vraiment retoucher à tout. Selon si votre enseignant utilise GitHub Classroom, ben, dans ce cas-là, il y a déjà un dépôt de code créé pour vous. Vous avez juste à l'utiliser pour faire l'utiliser pour votre TP. Sinon, si votre enseignant n'utilise pas GitHub Classroom et il vous a fait créer votre propre dépôt de code, normalement, il devrait déjà l'avoir, mais sinon, vous pouvez toujours s'assurer avec lui qu'il a bien accès en lecture à votre dépôt de code. Pour la remise, ça se fait automatique. OK? C'est-à-dire que la journée et l'heure de la remise, votre enseignant, en pesant sur un bouton, va télécharger la copie à ce moment-là de votre code et c'est ça qui va corriger. OK? Donc, vous n'avez aucune action à faire, sauf vous assurer que votre enseignant a bien accès à votre dépôt de code et que votre code est à jour dans le dépôt de code. OK? Donc, si c'est le code est sur ton ordinateur puis tu as oublié de le mettre dans GitHub, ben à la remise, on ne le voit pas, nous, en tant qu'enseignants, donc on ne peut pas le corriger. Qu'est-ce que tu n'as pas mis? Donc, assurez-vous que votre code dans GitHub est à jour. Concernant le plagiat, ben, dès que nos outils arriveraient à détecter qu'il y a du plagiat, que ce soit avec un étudiant de cette année, que ce soit par exemple, du bout de code de quelqu'un qui t'aurait partagé, ça peut être juste quelques lignes ou plusieurs lignes. OK? Fait que c'est même pas obligé d'être une fonction complète, là. S'il y a trois, quatre lignes puis qu'on est capable de savoir que ça vient pas de toi, ben ça peut être considéré comme du plagiat. Si on est sûr à 100%, on va mettre 0. OK? Puis on va te convoquer, puis on va juste te dire que on, on va te montrer les évidences, là. Puis tu auras un rapport de plagiat. Sinon, ben si on suspecte beaucoup, ben ça se peut qu'on va te convoquer pour un interrogatoire. OK? Fait que te poser des questions, vraiment tester que tu
comprends ton code, que tu le maîtrises, puis si ben, tu n'es pas capable de démontrer la maîtrise, ben là, ce sera un 0 pour le TP. Donc, la structure de votre code, OK, ça va être important qu'il y ait exactement cette structure-là, c'est-à-dire un fichier racine qui va représenter ton module, qui va contenir les deux fonctions que que je vais parler un peu plus bas, OK? Les deux fonctions pour calculer les racines carrées en suivant les deux approches différentes. Et ce module-là va également avoir une constante globale, OK, dans la portée globale qui va s'appeler précision, que tu vas mettre le nombre que tu veux. C'est écrit un peu plus bas, là, si je ne me trompe pas, c'est entre 4 et 12, OK, cette, euh, cette constante-là que tu vas mettre dans ta portée globale de ton module. Puis l'utilisateur ne peut pas aller la changer, OK? Ça fait que c'est vraiment toi qui le mets dans le module. Puis l'objectif, c'est que tes deux fonctions vont se baser sur cette constante-là pour déterminer à quel niveau, à combien de décimales il doit arrêter sa réponse. Tu dois également avoir deux autres modules, validation puis performance. Validation, c'est du code qu'on te fournit. Tu as juste à changer le nom de ta fonction mais comme ici, OK. Donc, il faudra juste que tu changes le nom de ta fonction qui va venir du module racine. Mais en gros, c'est du code qui va servir à tester le bon fonctionnement de ton code, de tes deux fonctions. OK? Donc ça, je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Fait que tout ça, on te le fournit, OK, pour validation. Pour performance, ça va être à toi de le coder. Euh, En gros, c'est qu'on veut comparer les performances de les deux fonctions que tu vas avoir créées versus math.square pour calculer la racine carrée. Donc, tu vas sûrement te rendre compte qu'il y en a un qui va être plus rapide que les deux autres. Et c'est ça. Fait que c'est voir un peu les performances. Donc, le module racine va devoir être importé dans le script validation et dans le script performance. OK. Donc, tu auras besoin de import racine dans les deux. Concernant la réalisation du TP, il faut au moins que tu aies 5 commits de taille comparable. Ça veut dire que tu ne peux pas faire le TP tout d'une shot. Tu as le droit, OK? Mais au fur et à mesure que tu travailles dessus, puis tu as fini un morceau important, OK? Par exemple, j'ai fini la partie 1, méthode dichotomie, ça fonctionne, ma méthode fonctionne, je l'ai testé, ben fais tout de suite un commit et mets un commentaire dans un français sans faute. OK? Tu n'es pas obligé de suivre le guide exactement ici qui décrit comment euh, rédiger les commits, OK? À cause, par exemple, ce guide-là sert beaucoup pour les étudiants en informatique. Quand ils vont faire une nouvelle fonctionnalité, ils vont marquer function. Pour fonctionnalité, ils vont marquer le commentaire par rapport à la fonctionnalité. Puis là, ben, s'ils règlent un bug, etc., ils vont mettre une petite abréviation avant, puis ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu peux l'utiliser si tu veux. Euh, Nous, qu'est-ce qui est important, c'est au moins d'avoir une phrase en français correctement, sans faute. C'est important que quand tu vas faire ton commit, de s'assurer que c'est sans faute au moment de faire le commit. Parce que tu ne peux pas changer le commentaire d'un commit par la suite. OK? Donc, assurez-vous que c'est dans un bon français dès le départ quand que vous faites votre commit. Donc, c'est ça. Tu as besoin d'en faire 5. Fait que dis-toi qu'à chaque fois que tu fais un gros bloc, c'est par exemple méthode 1, méthode 2, tu vas faire les performances, c'est un autre bloc. À un moment donné, tu vas transformer ces deux fonctions-là, on va en parler plus tard, pour pouvoir calculer des racines cubiques, des racines quatrièmes, etc. Ben, ça aussi, chacun des deux, ça peut être un gros ensemble de modifications. Ben, ça te fait tes 5 commits comme ça. OK? Chaque fonction doit être documentée à l'aide d'un docstring. Donc, rappel, un docstring, c'est quoi? Si je m'en vais sur la page web, quand j'appelle ta fonction, OK, fait que si je passe ma souris sur un appel de ta fonction, je devrais voir les commentaires apparaître comme ça, qui décrit c'est quoi ta fonction, c'est quoi les paramètres, c'est quoi les valeurs retournées. Peut-être un exemple d'utilisation. Il n'y a pas de formule dans votre cas, OK? Fait que ça, formule, pour vous, c'est pas, ça sert à rien. Mais à moins une description qui dit que ça sert à calculer une racine NIM ou une racine carrée, etc. Avec c'est quoi les paramètres possibles. S'il y a des valeurs par défaut, ben les indiquer également, etc. Donc, assurez-vous que quand vous allez passer votre souris sur la fonction, que la docstring elle apparaît. Si elle apparaît pas, ça veut dire que tu ne l'as pas mis à la bonne place. OK? Il faut tout le temps que ce soit les premières lignes
en dessous de la ligne de la définition de ta fonction. Par exemple, ici, la ligne 2, en dessous, je mets directement ma docstring. Donc, quand vous allez dans votre TP appeler votre fonction, fait que, par exemple, dans le script validation.py, en mettant votre souris sur racine.nom de la fonction, mais ici, vous allez mettre le nom de la fonction que vous allez avoir donné vous. Okay? Donc, par exemple, méthode dichotomique ou méthode chiffre par chiffre, peu importe comment vous appelez votre fonction, mais en mettant la souris, je devrais voir le commentaire apparaître. Okay? C'est une manière de vérifier que ça fonctionne ça comme il faut. Sinon, c'est ça. Fait qu'il devrait juste avoir ces trois fichiers script-là et rien d'autre dans votre GitHub. Okay? Donc, juste trois fichiers script. Si on commence à regarder les manières de calculer les racines carrées, okay? Fait que vraiment les comprendre dans le détail, on va regarder ça maintenant. Fait que la manière la plus facile de calculer la racine carrée à bras, c'est la manière par dichotomie, donc avoir un intervalle haut et bas qu'on va réduire à chaque fois de moitié. Puis là, ici, on donne l'exemple de le calcul avec la racine carrée de 8. Okay. Donc, imaginons, je vais le faire avec cette approche-là. La première chose que je dois faire, c'est déterminer c'est quoi mon intervalle initial. Okay. Donc, je vais-tu commencer avec l'intervalle 0,8, je vais-tu commencer avec l'intervalle 0,4, etc. Bref, il faut arriver à calculer ça va être quoi les premières valeurs pour le bas et le haut. Concernant ces deux éléments-là, chacun, c'est simplement des variables. Donc, tu peux te faire une variable bas, une variable haut. Tu peux l'appeler comme tu veux, intervalle bas, intervalle haut. Mais il faut, ici, dans un premier temps, calculer c'est quoi les valeurs qu'on va mettre dans ces deux éléments-là. Si ton intervalle est si ton nombre pour lequel tu tentes de chercher la racine carrée est supérieur ou égal à 1, par exemple, le cas de 8, ça tombe exactement là-dedans, on va dire que ton intervalle initial va être 0. Pour cette variable-là, le bas, ce serait 0. Mais pour ton haut, ce serait la valeur de ton paramètre, de 8, par exemple. Fait que là, j'aurais 8 ici. Si le nombre pour lequel on tente de trouver la racine carrée est entre 0 et 1, fait que par exemple 0,5, ben là, l'intervalle initial va être 0,5 pour le bas et 1. Dans le cas où est-ce qu'on aurait 0, calcule-moi la racine carrée de 0, ben tu n'as même pas d'intervalle initial. Tu peux juste directement retourner la valeur 0. Okay? Donc, tu as déjà la réponse. Ici, le nombre est en bas de 0, mais ça veut dire qu'on est dans un cas où est-ce qu'il n'y a pas de solution. Okay? Fait que, par exemple, moins 4, trouve la racine carrée de moins 4, on va rusher un petit peu. Donc, on va lancer une exception, fait qu'on va faire un raise d'un value erreur. Okay? Fait que pour ce TP-là, c'est tout le temps des raise de value erreur que vous allez faire et tu vas mettre ton message. Bon, un coup qu'on a déterminé l'intervalle haut et bas, okay? Fait que c'est vraiment la partie la plus facile. Mais là, on va devoir réduire notre intervalle de moitié. Puis on va le faire très très souvent, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on va parler de la condition de quand on arrête. Là. Mais c'est ça. Et comment qu'on fait pour réduire de moitié? Mais dans le premier temps, il faut calculer le milieu. Fait que si je prends mon haut et mon bas actuel, fait que, mettons, je prends 0 puis 8, je le divise en 2. Okay, ça me donnerait 4. Mais là, je vais me poser la question, est-ce que 4, ce serait ma racine carrée pour 8? Bon ben, faisons un test. Si je prends le milieu, puis je le mets au carré. Fait que je prends 4 exposant 2, ça va me donner 16. On s'entend que ça dépasse le 8 clairement beaucoup. OK? Donc là, je serais dans le cas. Fait que je serais pas dans le cas où est-ce que mon milieu exposant 2 est plus petit que n. Je serais dans le cas où est-ce que mon milieu exposant 2 est plus grand ou est égal à n. Parce que 4 exposant 2, ça donnerait 16, donc c'est plus grand ou égal à 8. Donc, clairement, c'est pas 4, ce serait plus bas que ça. Fait que dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferais? C'est que je prendrais ma valeur haut, fait que par exemple mon 8, puis je dirais que je vais changer la valeur. Mon intervalle, ce sera plus 0,8, ça va être 0,4. Fait que je vais le remplacer par la valeur du milieu. Puis on fait la même chose si jamais on se rend compte que la valeur est plus basse. Okay? Fait que si on se rend compte que par exemple, je mets mon milieu au carré, puis ça fait plus petit que mon nombre pour lequel je tente de trouver ma racine carrée, bien là, je vais changer mon intervalle. Je vais plutôt aller changer la partie bas de mon intervalle. Je vais dire que ça va être égal à mon milieu. Puis ça, on va le faire plein de fois. Okay? De calculer le milieu, puis ensuite aller changer l'intervalle bas ou l'intervalle haut en conséquence.
En fait, on va répéter cette opération-là, ce qu'on dit, jusqu'à ce que la largeur de l'intervalle haut et bas soit inférieure à la précision souhaitée. Ça veut dire quoi ça? Ok, si par exemple ma précision souhaitée c'est 0. C'est, c'est- on va le mettre, mettons, à 3 décimales, ok? Mais normalement, ce serait 4 ou 12, ok? Mais juste pour faire plus simple, on va le mettre à 3 décimales. Bon, ben, ce serait 0,001 comme ça. Ok? En fait, je vais avoir 3 décimales. Fait que dès que je me ramasse comme ça, fait que ce serait 1 de plus. Fait que si je fais la soustraction de mon haut et de mon bas, puis je me rends compte que la différence des deux est inférieure à ça ici, ben je peux arrêter de réduire mon intervalle. Ça veut dire que j'ai un niveau de précision qui est suffisamment petit. Ok? Donc, quand on trouve que finalement mon intervalle est tellement rapproché qu'en faisant la soustraction des deux, ben la différence que ça donne, c'est plus petit que ma précision, ben je vais arrêter de faire cette opération-là, de calculer le milieu. Et rendu là, ce serait quoi la réponse? Ben, mes valeurs de haut et bas vont être rendues tellement proches que je vais prendre la moyenne des deux. Ok? Fait que je vais prendre le haut et le bas, je vais le diviser en deux, ça va me donner la moyenne de mes deux intervalles. Puis ça va être ça ma réponse. Pour dire, OK, ma racine carrée, c'est ça. Bon, prenons un exemple concret d'exécution. Si j'avais la racine carrée de 8, puis j'avais 3 décimales de précision que je souhaite. Bon, oups, là j'ai mis un 0 de trop tantôt finalement. On arrête quand la valeur dans l'intervalle est plus petit que 0,001. Ok. Donc, à cause j'ai 3 décimales. Si j'avais 4 décimales ou 12 décimales, ben là, le nombre changera en conséquence. Fait que ça, vous êtes capable de calculer ce nombre-là avec des 10 exposant moins quelque chose. Ok. Euh, donc ça, vous êtes capable de générer ce nombre-là. On l'a déjà fait en exercice. Donc là, on arrêterait quand on arrive avec un intervalle plus bas que ça. Bon, je commence avec mon intervalle initial. J'ai 0 puis j'ai 8. Si je fais la soustraction entre les deux, j'ai 8. C'est pas plus grand, c'est c'est plus grand ou égal à 0,001, ça veut dire que je continue, parce que mon intervalle n'est pas encore assez réduit. Là, je vais appliquer mes règles ici. Fait que là, je vais dire, OK, si je prends le milieu, 0 puis 8, je les additionne ensemble, je divise par 2, ça donne 4. 4 exposant 2, va être plus grand ou égal à mon 8. Là, ça veut dire que je vais changer ma valeur de haut, ça va donner mon milieu. Fait qu'on voit ici que mon 8 devient un 4. Puis là, je répète la même opération. Là, ma largeur, c'est 4. Est-ce que j'ai fini? Parce qu'on continue tant que c'est plus grand ou égal à 0,001. Fait que là, OK, je continue. Là, si je prends le milieu des deux, fait que 0 puis 4, je les additionne ensemble, ça fait 4. Divisé par 2, ça fait 2. Fait que le milieu exposant 2, fait que 2 exposant 2, ça va donner 4. Ben 4, c'est plus petit que 8. Fait que là, ça veut dire que ma racine carrée, elle serait plus grande que, que 2. Elle ne serait pas plus petite que 2. Donc là, on va aller remplacer la valeur du bas, comme on est en train de faire ici, par le milieu. C'est pour ça que le 0 devient un 2 ici. Puis ainsi de suite. OK? Puis après à peu près une trentaine de fois, on arrive avec un intervalle très rapproché comme ça ici, où est-ce que la valeur bas et la valeur haut vont être tellement proches que quand on va faire la soustraction entre les deux, okay, fait que je prends le haut, je soustrais au bas, ça va me donner un nombre. Mais là, on va se rendre compte que ce nombre-là est plus petit que 0,001. Fait que là, on va arrêter le calcul. On va arrêter finalement de réduire nos intervalles. Okay, parce on a un niveau de précision qui est correct. Ça va être quoi notre réponse? Ça va être la moyenne de ces deux nombres-là. Okay, fait que je prends mes deux nombres, je le divise en deux. Ça va me donner un certain nombre. Puis là, ça va être important de l'arrondir selon votre niveau de précision. Okay, fait que, par exemple, utiliser la fonction round ou peu importe, et en utilisant votre constante, qui est une variable globale dans le module racine.
Fait que ça, c'est pour la première approche. OK? Et mét- votre méthode, votre fonction que tu vas créer va recevoir un seul paramètre, le nombre pour lequel tu veux qu'il calcule la racine carrée et rien d'autre, pour l'instant, et rien d'autre. Et il va retourner la racine carrée de ce nombre-là. OK. La deuxième approche, c'est une approche qu'on dit chiffre par chiffre. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire, on va y aller par essai-erreur. OK? Donc, par exemple, si mon nombre pour lequel je veux tenter de trouver la racine carrée, c'est 8, ben, je vais commencer avec 0. OK? Puis, je vais essayer de faire un exposant 2. Puis là, je vais me dire, OK, est-ce que ça a atteint mon nombre? Non. Ensuite, je vais rajouter, fait que ça n'a pas, c'est pas égal ou c'est pas supérieur à mon nombre que je cherche. OK. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais y additionner 1 à ce nombre-là. OK. Fait que mon résultat, ma réponse, je vais y additionner 1. Là, je vais essayer de faire un exposant 2. Je vais encore poser la question, est-ce que j'ai égal ou dépassé mon 8? Non, je continue. Je rajoute encore 1. 2 exposant 2, ça donne 4. J'ai toujours pas atteint ou dépassé. Fait que je vais encore rajouter un autre 1. 3 exposant 2. Oh, là, ça donne 9. OK. Donc là, je dépasserai. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tenter de tester. Bon, ben si je tente de rajouter 1 à ma réponse, est-ce que je dépasse? OK. Donc, ça veut dire que tu auras une espèce de variable qui va représenter ta réponse, qui est, mettons, la racine qui correspond à 8. Puis à chaque fois, avant de rajouter un 1, comme je suis en train de dire, là, je rajoutais 1, je rajoutais 1, je rajoutais 1. Avant, je vais vérifier, bon, ben si je prends ma réponse puis je tenterai de rajouter un 1, est-ce que ça dépasse? Si ça dépasse pas, ben je vais rajouter le 1. Mais si ça dépasse, là, ça veut dire que ce serait pas bon. Fait que là, je vais pas rajouter un 1. OK? Fait que par exemple, quand je me rends compte dans ce cas-là, ben si je tente de prendre ma réponse, puis je rajouterais un 1, je me rends compte que je dépasserais le 8. OK? Fait que là, je ne rajouterai pas le 1. Ce qu'on va faire dans ce cas-là, ben, c'est qu'on va changer de unité. Fait qu'à place de rajouter des 1, on va rajouter des 0.1. Puis on va recommencer la même chose. On va repartir de 0. OK? Fait que là, ben, mettons, fait que là, je sais que mon premier nombre, la partie entière, ce serait 2. OK? Donc là, je pourrais recommencer puis essayer de calculer pour la partie décimale, ma première décimale. Je repars de 0. Je prends 2 exposant 2, ça donne 4. Est-ce que c'est plus grand ou égal à 8? Non, je continue. Je fais 2 exposant 2.1 exposant 2. Je fais la même chose, sinon c'est pas égal. Puis là, je vais me rendre compte que ça va être plus grand ou égal rendu ici. Fait que là, je sais que ce ne sera pas 2.9, ça va être 2.8 point quelque chose la réponse. Parce que 2.9, ça dépasserait le 8. OK? Donc, ça veut dire que ce serait en dessous. Ce serait 2.8 point quelque chose. Fait que là, un coup, je sais que c'est 2.8, ben, je peux changer encore d'unité. Fait qu'à place d'avoir 0.1, je pourrais tasser ma virgule encore vers, en conséquence, pour avoir 0.01. OK? Fait qu'un divisé par 10. Et ainsi de suite. Fait que c'est comme ça qu'on va calculer chacune des décimales en tassant. Fait que tu as une variable qui va représenter ta réponse que tu vas graduellement tester que si tu y rajoutes une certaine unité, par exemple au début ce serait l'unité 1, après ce serait l'unité 0.1, après ce serait 0.01, puis à cause que tu vas l'avoir tassé, tu vas avoir fait un divisé par 10 à chaque fois. Ben, c'est comme ça que tu vas finir par trouver ta réponse. OK? Et à quel moment qu'on va arrêter? Ben, soit qu'on tombe sur la réponse exacte. OK? Fait que par exemple, ça arrive, là, dans certains cas, à tester, il y a la réponse exacte que vous tombez dessus. Dans d'autres cas, ben, il y a tellement de décimales à la réponse que tu n'arriveras pas à trouver la réponse à l'afficher. Donc, tu vas arrêter quand tu vas avoir atteint ton niveau de précision. OK? Donc, probablement que pour ce numéro-là, tu auras également besoin d'une variable pour contenir ton nombre de décimales où est-ce que tu t'es rendu. OK? Fait il y a plusieurs manières de le coder ici. Moi, peut-être le plus simple que je vois, c'est tu as une variable qui représente ta racine, ton résultat final, que à chaque fois, tu vas y rajouter
une unité, ok, par exemple 1, 0.1, etc. Fait que tu aurais une variable qui prendrait ton unité que tu tentes de rajouter, que tu vas faire évoluer. Ok, à chaque fois que tu vas savoir c'est quoi la bonne unité, ben là, tu vas changer pour l'unité suivante, puis l'unité suivante, puis l'unité suivante. Puis tu aurais également une variable pour conserver ton nombre de décimales auquel que tu es rendu. Parce que éventuellement, il faut que tu arrêtes ta boucle, soit quand tu as trouvé la réponse parfaite, ou soit quand tu as atteint ton nombre de décimales. Je te suggère pour cette approche-là, ok, de te rendre à un niveau de précision de décimale un petit peu plus loin pour pouvoir faire un arrondi. On va voir un petit peu tantôt quand vous allez valider votre code. Ok? Mais ici, tu es mieux d'aller chercher une ou deux décimales de plus pour ensuite faire ton arrondi. Et c'est ça. Fait que c'est vraiment une approche par essai-erreur. Ok? Et dans les deux cas, quand tu vas tester ton code, tu n'auras pas le choix d'utiliser le débogueur. Tu n'auras juste pas le choix. Il faudra que tu rentres dans tes fonctions, dans les appels de fonctions, tu vas avancer pas à pas, constater l'état de tes variables, tu vas te poser des questions pour essayer de comprendre ça fait du sens, ça fait pas du sens, est-ce que ça devait donner ça, est-ce que ça va dans le bon chemin, etc. Tu n'auras pas le choix pour les deux approches. C'est pas possible de coder, de réussir cette TP-là sans passer par le débogueur et essayer de comprendre ce qui se passe. Même moi qui l'aurais fait juste pour le plaisir avant de filmer cette vidéo, ben, j'ai dû utiliser des buggers quelques fois parce que je m'étais gouré. Ok? Bon, les deux fonctions, comme on disait, devaient prendre un seul paramètre. Fait que ça, c'est correct. Au niveau de la précision, c'est vraiment toi qui vas choisir, ok? Fait que tu vas mettre ce que tu veux ici. Ok? Précision, par exemple, est égale à 8, précision est égale à 4, est égale à 12. Juste pas mettre quelque chose de plus grand que 12, parce que ça fait que ça prend trop de temps à calculer. Surtout, je pense, pour l'approche avec l'intervalle dichotomie. Fait que le programme plante. Ok? C'est un peu triste, mais tu mets quand même ce que tu veux. Le module racine doit rester propre, propre, propre. Fait qu'uniquement avoir vos deux fonctions qui prend un seul paramètre pour le moment, le nombre pour lequel vous voulez calculer votre racine carrée, et la constante globale qui s'appelle précision que tu mets dans ton module, et c'est tout. Pour les tests, bon, ici on donne un exemple de comment tester. Euh, Fait que ça, ce serait du code à mettre dans validation.py. Fait que tu vas devoir importer ton module racine, parce que sinon tu n'auras pas accès à tes deux fonctions que tu as codées. Puis pour chacune de tes deux fonctions, il faudra que tu copies ce code-là et tu changes ici simplement le nom de la fonction, nom de la fonction, nom de la fonction par le nom que tu auras donné. Fait que par exemple, je ne sais pas si tu as appelé cette fonction-là méthode par dichotomie, ben tu vas marquer méthode par dichotomie. J'aime vraiment pas ce mot-là. Même chose si tu l'as appelé chiffre par chiffre, mais tu vas marquer chiffre par chiffre. Mais ce code-là ici va devoir être répété deux fois dans ton fichier validation.py. Une première fois pour la première approche, puis une autre fois pour la deuxième approche. Fait que c'est normal, tu vas devoir répéter ce code-là deux fois pour les deux différentes approches. OK? Puis à chaque fois, tu vas simplement mettre les bons noms de fonction ici. Fait que si on regarde un peu comment ça fonctionne, ce truc-là de validation. À chaque fois, on a le résultat attendu qui a été calculé à l'aide de math.square. Fait qu'on voit par exemple si ça donne 0.0. Et là, après ça, on a l'appel de ta fonction à travers le module racine. Fait que, par exemple, je l'appelle avec le paramètre 0. Fait que la racine carrée de 0, c'est 0. Fait que là, je vais comparer c'est quoi le résultat attendu versus qu'est-ce que toi tu as obtenu. Fait que là, ça va m'afficher dans la console, bon ben j'ai obtenu 0. Ou j'ai obtenu autre chose. Fait que là, si tu te rends compte que ça ne donne pas la même chose que qu'est-ce qui est attendu, ça veut dire que tu as un problème. Fait que soit il y a une erreur dans ton code, tout ça. Fait que là, il faudra, qu'est-ce que je te suggère de faire, c'est que quand tu es dans le fichier validation.py, tu mets un point d'arrêt à côté de l'appel qui te cause un problème. Tu mets un point d'arrêt, tu fais un F7 pour rentrer dans l'appel de ta fonction et là, tu vas pouvoir commencer à déboguer, essayer de comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas. OK. Donc, beaucoup de différents cas qu'on t'a mis pour que tu puisses tester différents scénarios. OK. Euh, Fait que c'est important vraiment de tout les vérifier. Également, quand que vous allez vérifier vos résultats, c'est important de s'assurer, par exemple, que le nombre de décimales qui apparaît
ça matche avec votre niveau de précision. OK? Fait que si vous avez mis une précision de 5, puis là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, c'est correct. Mais si j'en ai 6 ou si j'en ai 4, là, c'est pas correct. OK? Fait que là, il faudra arriver à s'assurer d'avoir, premièrement, bon nombre de décimales qui correspond à votre nombre de précision. Après, c'est hyper important de s'assurer que les arrondis sont bien faits. Par exemple, tu vois, la réponse attendue, si j'ai vraiment le maximum de décimales, ce serait ça. OK? Donc, si j'arrondis, mettons, je voulais avoir une précision de 5, ben, ça aurait pas dû être 2 qui est ici. Ça aurait dû être 3, parce que la décimale suivante, c'était 7. OK? Donc, c'est ça. C'est pour ça que quand tu vas utiliser cette approche-là ici, chiffre par chiffre, ça va être important d'aller chercher des décimales de plus pour arriver à pouvoir faire ton arrondi. Autre chose également, tu vois ici, ça c'est complètement faux à la fin. Fait qu'il faut vraiment regarder pas juste les premières décimales, toutes les décimales et s'assurer que ça l'arrondit bien. OK. Assurez-vous particulièrement à la fin, quand vous remettez, que c'est toujours valide, que tu n'as pas introduit un petit changement qui fait en sorte que ça ne donne plus les bons résultats. Donc, c'est ça également. On voit ici un exemple d'appel où est-ce qu'on s'attend que ça va te donner une erreur, que tu vas lancer une exception. OK? Fait qu'erreur attendue, la racine carrée d'un nombre négatif est impossible. Fait que je m'attends que si j'appelle ta fonction avec un -3, ben que je vais avoir une erreur, un value erreur qui va me donner ce message-là. Fait que là, je devrais voir erreur obtenue et voir ce message-là apparaître. OK? Donc, c'est ça. Par la suite, vous avez les tests de performance. Donc ça, c'est simplement que ça vaut pour 2 points. Fait que dans le fichier performance, tu vas devoir importer encore une fois ton module racine pour avoir accès à tes deux fonctions. Et tu vas également devoir importer le module math pour avoir accès à math.square. Et là, on va essayer de voir c'est laquelle des trois approches qui est le plus rapide. Fait que pour le chacun des trois, OK, vous allez tout le temps répéter le même code. Tu vas créer une boucle qui va 100 000 fois générer un nombre aléatoire. Fait que tu as besoin du module random. Et avec ce nombre aléatoire-là, OK, c'est un nombre aléatoire qui doit être compris entre 10 puis 10 000. Tu vas devoir appeler ta fonction. OK. Et par la suite, fait que par exemple, je commence avec la fonction 1, là, par méthode par dichotomie. Bon, OK, je fais une boucle qui va faire 100 000 fois. À chaque fois, ça va générer un nouveau nombre aléatoire entre ça et ça va appeler ma méthode par dichotomie. Je déteste ce mot, ça n'a pas de sens. Puis ça va le faire 100 000 fois. Le nombre, on ne fait rien avec. OK? Le nombre qui est retourné, on ne s'en sert pas. On veut juste appeler ta fonction 100 000 fois. Puis par la suite, tu vas afficher le temps nécessaire que ça a pris pour faire les 100 000 appels. Puis tu vas ensuite l'afficher en millisecondes. Et tu vas également afficher le temps moyen. OK? Fait que là, c'est une simple division en fonction du nombre d'appels que vous avez fait et le temps que ça a pris ici. Donc, petit rappel, comment on fait pour calculer les performances? Ben, à un moment donné, vous aviez un exercice dans la rencontre 3 qui était par rapport à ici, une question de nanosecondes. OK? Fait que vous pouvez revisiter cet exercice-là. C'était exactement le but de cet exercice-là. Ça te permettait de comprendre comment tu fais pour pouvoir calculer combien de temps ça prend à exécuter un certain bout de code. Donc, revisitez-le. Ça va te donner des indications sur comment faire cette partie-là ici. Sinon, par rapport à la suite, OK? Fait que ça, c'est 2 points. Ça, c'est différentes méthodes, c'est 6 points chaque. On avait 1 point pour le répertoire Git. Et le respect du structure, les 5 commits, le français. Donc, par la suite, il y a 1 point pour généraliser ton code, pour être capable de calculer pas seulement des racines carrées, mais des racines cubiques, avec un 3, ou des racines quatrième, cinquième, etc.
Puis là, moi, la première fois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça semble être de la science-fiction. Puis peut-être que ça vous traumatise déjà en partant. Pensez à ça. OK. Mais il ne faut pas être traumatisé. C'est assez simple en fait. OK? Là, qu'est-ce qu'on te demande? C'est pas créer deux nouvelles fonctions. C'est que tu vas transformer ta fonction existante, OK, pour rajouter un paramètre optionnel. OK? Fait qu'un paramètre optionnel qui va avoir la valeur 2. Fait que ton premier paramètre, ça va tout être le nombre pour lequel tu veux calculer ta racine carrée. Le deuxième paramètre, ça va être par exemple ta base, que tu vas mettre une valeur par défaut qui serait 2. OK? Ce qui va faire en sorte que tes appels que tu avais fait ici vont continuer à fonctionner. Parce que même si tu ne mets pas un virgule 2 à chacun, ben, vu que tu as un paramètre par défaut, ben, c'est comme si le 2 était écrit implicitement. Puis, essayons de dédramatiser la situation de comment faire ça. OK? Comment tu fais pour partir d'une racine cubique, carrée à cubique ou tout ça? On va regarder un petit peu l'algorithme. C'est vraiment des changements très mineurs à changer. OK? Une racine carrée, par exemple, ici, on va faire un exposant 2. Une exposant 2. OK? Puis ici, tu vois, dans l'approche chiffre par chiffre, on fait des exposants 2, exposant 2, exposant 2. Ben, sommairement, c'est principalement les seules choses qu'il faut que vous changez. Presque. Presque. Mais c'est sommairement les lignes que vous devez changer. OK? Fait que, par la suite, en fait, ça, c'est la partie facile. OK? Parce que le reste, c'est beaucoup plus difficile. Ben, pas beaucoup plus difficile, c'est. Non, c'est vraiment facile quand même. Il faut vraiment pas dramatiser. OK? Fait que la première partie, vous avez quasiment la réponse de qu'est-ce que tu dois changer. OK? Fait que tu dois prendre un paramètre optionnel qui va être la base, puis tu dois faire en sorte que ton code, finalement, ce soit plus tout le temps hardcodé exposant 2, mais que ce soit en fonction de ton paramètre. La deuxième partie, c'est s'assurer que tu sois capable de faire maintenant des racines carrées, des racines, ouais, des racines carrées. Mon Dieu, ça marche pas. C'est pas des racines carrées. Euh, fait que j'ai enlevé le mot carré. Des racines d'un nombre négatif doit être possible si la base c'est impair. OK? Fait que, par exemple, si tu essaies de faire une racine cubique de moins 27, ça marche. OK? Fait que tu as le droit de faire une racine cubique de moins 27. Tu n'as pas le droit de faire une racine carrée de moins 27. Ça marche pas. OK? Mais une racine carrée de moins 27, ça va être moins 3. OK? Fait que ça marche. Donc, là, il faudra que tu vérifies tes paramètres au début. Fait que ce ne sera pas juste dire, bon, ben, si mon nombre que j'ai passé en paramètre est négatif, je lance une exception. Là, ça va être un peu plus sophistiqué. Là, il faudra que tu dises, OK, bon, ben, si je me rends compte que mon nombre est négatif puis que j'ai une base qui est impaire, ben, euh, non, si j'ai une base qui est paire avec un nombre négatif, là, j'ai un problème. OK? Donc là, tu vas devoir lancer une exception. Autre chose également, ta base, il faut qu'elle elle doit pas être inférieure à 2. Fait que ça aussi, il faut que tu lances une exception dans ce cas-là. Fait que lui, il est très facile à écrire. OK, lui, il prend quelques secondes aussi à écrire, là. Il est simple. Petite particularité, ben, si tu as un nombre qui est négatif, OK, comme ici, par exemple, moins 27, puis là, je t'essaie de demander c'est quoi la racine cubique de moins 27. À cause que c'est un nombre négatif, il faudra probablement que tu conserves le signe. OK? Fait que par exemple, dans une variable, par exemple, moins 1 ou 1 si c'est un nombre positif, puis qu'à la fin, tu multiplies par ce signe-là, ce moins 1 ou 1-là, qui serait dans une variable, pour pouvoir remettre ton symbole négatif à la fin. OK? Fait que tu peux simplement prendre ton nombre négatif puis le transformer en positif temporairement, tant que tu gardes dans une variable le signe pour être capable de le réappliquer plus tard. Sinon, on donne les différents cas à tester ici, qui sont là, et également des cas pour tester les paramètres, voir que vous avez bien fait les validations nécessaires. Sinon, différentes manières de perdre des points, ben, en fait, si ton programme plante, je pense même que je vais changer pour mettre plus que 1 point. OK? Si on n'est pas capable d'exécuter, ben,
On ne changera peut-être juste même pas à le faire marcher. OK. Donc, ton code devrait fonctionner. Si c'est illisible, OK, fait qu'essayer de mettre des noms de variables qui sont significatifs, les commentaires, nommer les choses comme il faut. OK. S'il y a de la duplication de code, OK, donc par exemple, tu es supposé d'utiliser des boucles pour faire ton TP. Entre autres, si je change le contenu de la variable précision, qui est ici, OK, par exemple, je change 8 pour 5 pour 10 ou tout ça, je devrais, sans avoir à changer ton code, me rendre compte que j'ai plus ou moins de décimales qui apparaît automatiquement, juste en changeant le contenu de cette variable-là. Fait que ça veut dire que pour faire ces numéros-là, tu n'as pas le choix d'utiliser des boucles. Tu n'as pas le choix avec des conditions et tout ça. Puis on veut que tu répètes le moins possible de code. Donc, fait que si tu as de la duplication de code, ben là, tu vas perdre des points. On a mis autre cas si jamais on voit des cas qui ont vraiment qu'on n'a pas pensé, qui sont là. Puis sinon, c'est un maximum de 2 points qu'on pourrait perdre pour le fonctionnement global. Fait que ouais, c'est sûrement tout pour la présentation du TP. Je vous suggère suite à la présentation, de tenter de le commencer. Tentez de commencer par une méthode. Si vous rushez, vous voyez que ça ne marche pas, vous pouvez aller à l'autre. Mais dans tous les cas, je le rappelle, c'est hyper important, tu auras besoin du débogueur. Il n'y a pas de possibilité de faire le TP sans passer par le débogueur. OK? Fait que vous allez en avoir besoin. Puis, ouais, je pense que j'ai fini la présentation du TP en 40 minutes. Wow! Fait que, amusez-vous. Prenez soin de vous. Bye!